as you know, my name is Michael. Family name Koschel, and so we are in the first step of my history. Koschel is a Slavic name, I presume. I don't know exactly, but it's not German. So what it is German, till now I don't know exactly what it is. And this is my problem as a historian teacher. I want to know a reason for everything, especially for our youngest history. Yeah, I was born in 1951, so 6 years after the Second World War. And you can imagine I don't have any ideas and no remembers of the Second World War, of course. I'm not sure if I can represent a typical German, because in my opinion it doesn't exist, a typical German, as a typical French. What is that? You never know that, and we talked about yesterday. We are the same mixture, the same. I grew up on the French border, but I didn't learn French. The reason why, I don't know exactly. I was in the kindergarten of French and German children, so I can remember that we are in group, and the first what we did was counting in in French. Un, deux, trois. In my children language, it was un, deux, trois, quatre, sept. Un, deux, trois, quatre, sept. This was my first remember. We were here in the kindergarten together with all the children, and the French children were children of French soldiers. For me, that was normal. But we didn't have contact. If I went home, I was home, and in my family, and my family. Shut up. My family was a mixture as well. I told you I grew up in the border of between Germany and France, near Strasbourg. A German word. In Kehl, this is actually a banlieue de Strasbourg, but it was not in my conscious. My father came from Breslau. It's called today Wrocław. It is in Poland now. My mother came from Regensburg. It's in French, as far as I know, Ratisbon. Ratisberg. In Latin, Castra Regina, the castle of the rain, and then Danube. So she was Bavarian. And my parents met each other in the near of Krakow. When they were in Krakow, my mother was a nurse, Red Cross nurse, and my father soldier. And so they met because they were both Catholics. And they were deeply impressed that they were Catholics and so on and so on. But my mother was
Bavarian, my father from Breslau, so Prussian. And you know, Bavarian and Prussians, they loved each other very, very, very strongly. And the first words of my father to my mother were, "Would you marry a Prussian?" And my mother said, "No way," before I would hang myself. So, and here I am. So they married in 43 during the war, and after several mixed years, so they came to the French border to Kehl, nearby Strasbourg, because my father became so-called frontier police, Grenzpolizei in German. It's not a normal police, it's like gendarmerie in French. And my first impression of Kehl, besides the kindergarten, what is the kindergarten in French? École maternelle. Maternelle. École maternelle. It's like for really young kids. Pourquoi maternelle? Okay. Because they're still in the, in the months. Yeah. My, it was Catholic. With the nuns? The nuns. Avec les, German nonne. avec les sœurs. Yeah. Les religieuses. Penguins. My first contact to a French soldier was when I slided on a ice. I fell down and my hand was on the streets, and a French truck came and stopped on my hand. And the soldier came out, saw me, went back, and then I didn't say anything, but I still remember I was 4 or what. And then he took me and brought me through the Economa. It called the shopping center for the French army. Mm-hmm. Is there a doctor or whatever? And it was in the near of the kindergarten, and my boss, so-called, she speaks French as well, and she told the soldier, in my mind, it is still, I understood everything, even though I couldn't speak French. There is a doctor and doctor for children, and they can put me here. So this was my first contact to a French soldier. On the other hand, to me as a child, it was completely normal that French soldiers were here in Kehl, and they were here, and I didn't ask for the reason why, for what. It was normal to me. And also, it was normal because it didn't exist that my parents didn't complain about a lost World War or something like that. Nothing. On my view later on, I noticed they had other things to do. Yeah? And I can understand all the Germans were like paralyzed, as if they waked up out of a nightmare. So what the hell was happened? They couldn't understand. That's what the historians figure out later on. They were busy to rebuild and to
to make up welfare and so on and so on. You know maybe the keyword Wirtschaftswunder, the miracle of the economy. And when I came to school, the primary school, in German Volksschule, we learned write, counting, and math, and all the stuff, but not history, of course. I stop you, Michael. I Yep. think I have to translate some stuff. Ouais, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Si c'était possible d'avoir une première traduction, Okay. Cécile, pour I bien would contextualiser voilà, dans l'esprit des Just élèves. to be un peu ce qui sure. se dit. Yeah, don't hesitate to interrupt me. Yeah, no, C'est but nickel. I took some notes and okay, you correct me if I'm wrong. Okay. Donc Michael est né en 1951 à Kiel, à la frontière française, franco-allemande d'ailleurs. C'était la périphérie de Strasbourg, comme on dit en allemand, c'est un mot allemand, correct? Castle de Rue. Il est issu d'un couple qui est, par son père, prussien, de la ville de Wrocław. À l'époque, ça s'appelait, maintenant ça s'appelle Wrocław, avant ça s'appelait Breslau, et c'est actuellement en Pologne, puisque comme vous l'avez vu pendant la visite de dimanche, les frontières de la Pologne ont changé entre la Première, la Deuxième Guerre mondiale et après. Sa maman était issue de Ravensburg, Regensburg. Yeah. Castra Regina, qui est une ville en Bavière. Ce sont deux régions bien différentes et en général, les gens se mélangent pas trop. Et donc, quand son papa a rencontré sa maman à Cracovie, et c'est pas un hasard qu'on soit là aujourd'hui, elle était, une infirmière pour la Croix-Rouge et lui était un soldat allemand, puisque c'était déjà la guerre. Et ils étaient tous les deux profondément catholiques. Et c'est ce qui les a un petit peu rassemblés. Et donc son papa a demandé à sa maman si elle accepterait de se marier avec un Prussien. C'était quelque chose d'assez... un peu comme si vous demandiez à un ch'ti s'il veut se marier avec une Marseillaise. C'est à peu près la même ambiguïté, d'accord? Et sa première réponse n'était pas forcément très positive, c'était je préférais plutôt me pendre que ça. Néanmoins, ils se sont quand même mariés en 1943, c'était la guerre. Après la guerre, pour des raisons diverses, ils sont partis sur la région de Kiel, où son papa est devenu officier en fait à la frontière, gendarme à la frontière franco-allemande. Ok. Le premier contact dont se souvient Michael avec les officiers français, parce qu'il y avait une occupation de l'Allemagne avec différentes zones, et là-bas c'était une zone française, et bien c'est lors d'un accident parce qu'il y a une voiture, il est tombé sur la route et une voiture lui a roulé sur la main. Et c'était une voiture militaire française, et donc c'est un soldat qui est sorti, qui l'a dégagé et qui s'est chargé de l'emmener vers l'Economa. C'est là où il y avait toutes les fournitures pour les différents soldats, et afin qu'il voie un médecin. Ce que Michael a précisé, c'est que à l'époque, à Kiel, il y avait des soldats français partout, et pour lui c'était normal, il ne se posait pas la question, ça faisait partie de son quotidien. Donc quand on grandit dans ça, on ne voit pas la différence. Ses parents ne se plaignaient jamais de la Seconde Guerre mondiale ou de commentaires ou quoi que ce soit. Ils s'occupaient de leurs enfants, de les faire grandir, d'élever leurs enfants, d'avoir assez pour les élever. Michael n'en a pas encore parlé, mais ses parents ont adopté quand même 3 enfants, en plus de l'avoir eu. Donc voilà, ils ont fait aussi leur part. Il dit que il ne comprend pas pourquoi tout d'un coup, après la Seconde Guerre mondiale, quand on parlait de ce qui s'était passé, les gens en Allemagne étaient surpris, presque paralysés. Il faut savoir qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas forcément au courant de ce qui s'était passé. Il faut remettre dans le contexte. On est loin d'avoir les médias en 1945, 46, 47 et au-delà. On est loin d'avoir les médias qu'on a actuellement.
Il n'y avait pas la télé dans chaque foyer, surtout dans un pays en reconstruction. Ça a été le miracle économique de l'Allemagne, effectivement, ils ont reconstruit. Mais hier, quand on a visité à Auschwitz, les ruines, à un moment qu'on a vu, Michael a mentionné que son souvenir de jeu, c'était les ruines du bureau de poste dans sa ville. C'était un terrain de jeu pour eux. Ils avaient retrouvé des casques, des crânes aussi. Mais bon, c'était des enfants. Ils ont grandi dans les ruines, dans un pays en reconstruction. Donc voilà le contexte. Ensuite, il va parler de son école, on va dire primaire. On en est rendu là. Est-ce qu'on attend Charlotte ou pas? Non. Ok. No. Yes. So we go on with your primary school time. Okay, because you mentioned the bunker in Germany. Yeah? We played there as well because all they were destroyed, and many years later I came to Arcachon, and I saw along the beaches the bunker. What is bunker? Bunker. Yeah. On a Not pas tenu. destroyed, and the most of them they were used as toilet pissoir, and I thought this is the right reason to do that, and this is the best function of it. Okay, I'm going to translate that right away because it's funny. Ok, mais bien des années après, il est allé à Arcachon et enfant, il avait joué dans les ruines des bunkers, les ruines des bâtiments et compagnie. Et en fait, là, une des premières fois, il a revu un bunker entier en état. Ben, c'est à Arcachon. Et c'est vrai que sur la côte atlantique, il y en a pas mal. Et celui-là avait été transformé en toilette publique pour les hommes. Et il a dit, on remarque que c'est pas mal. C'est la bonne fonction. And step by step, they disappear in the ocean. Et c'est vrai que comme il y a érosion de la côte, eh bien, finalement, ils finissent par disparaître. C'est vrai que sur la côte d'Arcachon, on en voit plusieurs morceaux. Si vous en cherchez, allez à Saint-Nazaire. Là, il y a une base sous-marine où il y avait des sous-marins. Et là, on en voit de très 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 gros encore. Okay, you can go to Town in Saint-Nazaire. There's a submarine base. Yeah. Mm. Yeah, so I came to school and a little bit history, but nothing about the Second World War. And in my family, never they talked about it. So for me as a child, it doesn't exist. So I hadn't any questions because what can I ask if I don't know what shall I ask? No? It was so. Stop. It was so. And only sometimes when my father was angry, my mother said, "You're shouting like Hitler." Okay, I thought, who was this guy? But it wasn't interesting to me. I translate right away because Yep. they have to understand. Alors ensuite, il est allé à l'école primaire. Il y apprenait l'allemand, les maths, bien des choses. Mais il n'y avait pas franchement de cours d'histoire sur ce qui venait de se passer. Je rappelle qu'il est né en 51, donc l'école primaire, on va dire 6-7 ans plus tard, fin des années 50. Il n'y avait pas de cours sur la Seconde Guerre mondiale. On n'en parlait jamais, surtout pas à l'école. Et dans sa famille, bah, finalement, on n'en parlait pas non plus. Ça ne faisait pas partie des conversations quotidiennes. Parce que le quotidien, c'était les enfants, et puis élever ses enfants. Il y a juste une chose, il se rappelle que quand son père se mettait en colère et qu'il criait un peu fort, sa maman faisait la réflexion en disant « Tu parles comme Hitler ». Et en fait, Michael, lui, il ne savait pas qui c'était Hitler. Parce qu'on n'en parlait jamais. Enfant, il ne savait pas. Voilà. C'était la seule, on va dire, la seule connotation qu'il ait pu entendre étant enfant de la part de ses parents. C'est que bah ouais, c'était quelqu'un qui parlait de façon assez charismatique, on va dire, et puis un peu brutale. Et juste dans cet épisode-là, sa mère mentionnait ça. Mais en dehors de ça, ben, personne n'en parlait. Donc lui n'avait aucune raison de se poser de questions non plus, puisque ça ne faisait pas partie de ce qu'il entendait parler.
So this was my first impression of that man, and it should be a crazy, mad, and angry man. That's all. Nothing else. And after 4 years in the primary school, I changed to the gym. Gymnasium, what is Collège. it? College. And the first language was Latin, because my wish, not my wish, the wish of my mother was I should become a priest. So they looked for a college for Latin as first language. Or, if not a priest, Metzer. And you need Latin in that time more than scientific knowledges. So I came there, and in Kehl there wasn't, so I came into a boarding school in the near of in Rastatt, and also in Rastatt, in French, Radat. I know that, Radat. Of course, there was a garrison of French soldiers, because our part was the French parts of the new young Federal Republic of Germany. I was born into the Republic. All was done and so on. But the military forces were there, not so as occupying forces, and so more than the partner of NATO and so on. So this is, was a development under the program Let's Go West, the Federal Republic. And you all know from history, you know, the names of de Gaulle on the one hand and Adenauer on the other hand. This was the program to install the German-French friendship and not the old imagination of the eternal enemy. So why, for what? Erbfeind in German. What is that? En français, amitié franco-allemande. This, and even that was for me normal as well. Okay, in Rastatt, the boss in this boarding school was a Catholic priest on the one hand, and a former soldier in Stalingrad, and he survived. And he told a lot of stories of his experiences. My father didn't. I didn't know anything about war and his time as soldier, and I just saw wedding photos in uniform. He was in uniform, and so on, with many medals. And this priest, rector, we called him chef. He was the chef. He told stories, and the background was his experience and his decision to become a priest, a Catholic priest. He wasn't before. And he wasn't Catholic before. He was maybe not a Nazi, but he was convinced the Germans were fighting for their rights, whatever this is. And so I heard more and more about this time
during the war and after the war, and the situation between Eastern German and Western German, what it is. Ok, so I'm going to translate this part. Donc quand il est arrivé au gymnasium, donc le collège, c'était aussi dans une ville où il y avait une garnison de soldats français, puisque c'était dans la Nouvelle République allemande, il y avait des occupations avec des zones. Et là, c'était la zone française. C'était le début de la reconstruction de l'amitié franco-allemande, avec notamment De Gaulle. Le directeur de son collège était un prêtre catholique qui avait été anciennement un soldat et qui avait combattu à Stalingrad. Il est un des rares à être entré de Stalingrad et qui est devenu donc un prêtre catholique par la suite. Et ce directeur d'école, eh bien, ça a été le premier contact de Michael avec l'histoire, puisqu'il racontait ce qu'il avait vécu. Il racontait son expérience. Donc c'est comme ça que Michael a entendu parler des premières histoires de l'histoire, de la grande histoire. Parce que dans sa famille, on n'en parlait pas, et la seule notion qu'il avait que son père avait été un soldat avant, c'était la photo de mariage de ses parents, où son père était en uniforme avec les médailles. Voilà. Rien, autrement, ça ne faisait pas partie de son quotidien. Mais là, par ce directeur d'école qui partageait son expérience et qui partageait aussi sa conversion à la prêtrise et au catholicisme, eh bien, il racontait son expérience d'ancien soldat qui avait été sur le front russe, qui, on le sait, a été un front plutôt difficile et très meurtrier. Il dit que le directeur de l'école expliquait que les Allemands, sans être convaincus par le nazisme, disaient que les Allemands s'étaient battus pour leurs droits, mais sans donner de raison particulière, sans insister véritablement là-dessus, mais partageait son expérience. But he told more about his time in Russian camps than about his time during fighting or something like that, and that was and about the developing from a soldier to a convinced priest, if or when he came out of the camp, and he survived, and he became priest. And we read in this time the famous short stories of writers about the war and about their experiences in World War. And so I got in first contact with this time, not before. I was now 12, 13. Donc c'est environ vers 12-13 ans, donc avec les expériences partagées de ce directeur d'école, mais aussi la publication de petites histoires courtes sur ce qui s'était passé pendant la guerre, que Michael, lui, a commencé à savoir ce qui s'était passé, tout simplement à avoir connaissance. Ok. Juste pour revenir sur le directeur directeur de l'école, il avait, après la guerre, été fait prisonnier par les Russes. Il avait passé un long moment dans les camps russes, et il avait aussi plus parlé de cette époque-là qui avait certainement été très difficile pour lui que de ce qui s'était véritablement passé pendant la guerre. De toute façon, sur le front russe, ça a été tellement barbare que ça devait être difficile à évoquer de toute façon devant des enfants. Voilà. So the time came for the second language, and the frame condition changed. Usually the second language, because of our region, was French. And then they changed. They changed into English because English is more important because of NATO and American friendship and whatever. And in my view, of course, and my classmates and comrades, it was much more easier. Of course.
So I was well trained in Latin to know words, how from where they came, and so on and so on, and not into communicate. You don't learn to communicate in Latin. To whom? To the Pope or whatever. In English. So this was the second language, but French, it was more so theoretical, because we know French, we can read the newspaper because it's more or less Latin, vulgar Latin, something like that. And yeah, this was the time when I grew up more and more. The Beatles came. And other songs in English. Of course, you have to know English to understand these songs, but we didn't understand, but we sang these songs. Yeah. And it was the time of Vietnam War. More and more, and you know maybe the history of Vietnam, colonization, and then the French part, and Indonesia and Dien Bien Phu, and the successor, the Americans, and all these stuff now against the Vietnam War, and I was then 15. More and more, it was in the 60s, and through the whole Western Europe there was suddenly a movement, not only against the Vietnam War, it was a movement about the times during the World War, especially in Germany, where our generation, and they were both from, let's say, 45 on, into my age, where they ask their parents' generation, hey, what happened actually? You didn't tell anything. You didn't talk about this time. Nothing. And what happened? And then through the press came the information and the news that Adolf Eichmann was kidnapped by the Israeli what is it? Mossad. Mossad. And there was a process against him, and so more and more details about the Holocaust came, and it was the first part of shock in my generation and the generation of some elder friends, because we didn't understand how can a society, European society, actually educated, literally, scientific, and how can they murder people only for that they were Jewish, nothing else. Okay. Ouais, je vais traduire ça. On est dans les années 60, il a 15 ans, et il y a un mouvement sur l'Europe de l'Ouest qui est assez général et qui est un mouvement contre la guerre, en fait, parce qu'on arrive au moment où il y a la guerre du Vietnam. On commence à en parler de cette guerre du Vietnam, notamment aussi parce que la guerre du Vietnam, c'est pas que les Américains. Il faut savoir, et vous regarderez vos livres d'histoire, les Français y étaient un petit peu avant. On appelait ça l'Indochine. Et on a pris une grosse claque avec la bataille de Dien Bien Phu, qui a été une défaite fracassante pour les Français.
Et donc on a quitté l'Indochine, les Américains sont arrivés et ont repris la guerre. Ça a été les successeurs dans la guerre finalement. Donc ils se sont engagés là-dedans. Donc il y avait un mouvement pacifiste, non à la guerre, ce genre de choses. Et c'est là que en fait les jeunes qui sont nés après, enfin, les jeunes, ceux qui sont nés après 45, en 45 et juste après, donc comme Michael est un petit peu plus vieux, ont commencé à se poser des questions, mais en fait qu'est-ce qui s'est passé? Et puis à ce moment-là, il y a eu aussi le kidnapping de Adolf Eichmann. Just remind me exactly where was the status of Adolf Eichmann in the Nazi organization? He was the big organizer of Examination. of the transport. Yeah. The Jewish from Every country. everywhere. So Okay. do you remember the net? The map we saw yesterday. So one of the mini camps, let's say, was we talked about the concentration camp in Elsass, in Struthof. Struthof. Yeah? And it was like a delivering camp. It was cruel, transit. cruel enough. They sent from them the Jewish, mostly the Jewish or other people, to Auschwitz. Alors, in order to solve the problem, to solve the problem. donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu en fait Adolf Eichmann qui était donc le grand organisateur de la solution finale finalement et qui a organisé tous les transports, le rassemblement des Juifs dans les différents camps, comme on l'a vu hier sur la carte, notamment un petit camp qu'il y avait en Alsace qui s'appelle le Struthof, que vous pouvez d'ailleurs visiter. Il était réfugié en Argentine et le Mossad, qui est le service secret israélien, l'a kidnappé, en fait. Ils sont allés le chercher sur place. C'était complètement illégal, mais c'est parce qu'ils voulaient le traduire en justice. Parce qu'il avait été le grand organisateur de la solution finale. Ils l'ont ramené et il a eu droit à un procès. Et c'est ce que les gens voulaient. Mais ça a filtré, forcément, on en a parlé aux actualités. Et là, on est plus tard. On commence à en parler, les télés commencent à apparaître dans les foyers, les journaux, les magazines. Et donc, tous ces jeunes qui avaient 15 ans, 16 ans, ou peut-être un petit peu plus, ils ont vu tout ça arriver, ils ont entendu tout ça, et ils ont commencé à questionner leurs parents. Pourquoi vous en avez jamais parlé? Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi on ne sait rien? Qu'est-ce qui justifie ce qui s'est passé? Voilà. On en est là. And that brought us to another attitude. It's our respect to the elder generation was away. So how could you allow these ugly things? And ugly things is a polite expression for that. And then maybe you know the keyword 1968, the 68ers. Ça marche pas? J'ai appuyé sur rien, hein. On est d'accord, ça n'enregistre pas. Hopefully it's not exploding. La carte est pleine. Mais ça enregistre, moi. Continuez. Alors, je vais juste traduire que donc, quand ils ont commencé à questionner leurs parents, en fait, leur attitude a un petit peu changé. Ils avaient une éducation plutôt traditionnelle où on respectait l'ancienne génération, ses parents. En fait, ce respect-là, il a été un peu balayé. Le respect pour l'ancienne génération, ça a été et comment vous avez pu laisser ça arriver? Comment vous pouvez justifier ce qui s'est passé, quoi? Donc attention, c'est se retourner contre ses parents. C'est pas forcément très simple. So from that time on, we discussed a little bit more, and especially me, with my parents. Yeah. And my mother always said, we didn't know about that. We didn't know. I said, I don't believe you. How can it be?
Yeah? You see some Jewish neighbor, and suddenly they were away. And my father still didn't say any words. He was talking about a new age and the German and French friendship and following the policy of Adenauer. He was a member of the CDU, the Conservative Democratic Party, Christian, of course. This was, because of that, this was my first reason I decided to become a member of the Social Democrats. Of course, there are other reasons as well. For example, one of the Social Democratic leaders was Schumacher. He called the communists as red-colored fascists. So we have a similar situation now where right extreme and left extreme have some points where they are together, common points. Thank you. I heard first about the development, how Hitler came to power, and the Social Democrats were the only party in the parliament who were against the law that's in German Ermächtigungsgesetz. That means you don't need the parliament to have to decide new laws. You can do it all via the president, via the Führer, the Reichspräsident. Sorry, because of the last sentence, because of the Democrats, the Social Democrats, they were against. Okay. The others not. They agreed, and the communists they were arrested already. This was the situation. Ok. Là, c'est hyper intéressant. Ouais, là, faut vraiment. Je vais interrompre souvent. Je vais traduire et écoutez ça parce que vous allez comprendre. Je peux mettre ton micro, Pierre, sur la table. Ok, pas de problème. On va entendre les deux. And is it still working? Is it still working or not? No? But do you want mine? Mais non, mais au milieu, de toute façon. Ça capte assez suffisamment? On n'entendra pas les bruits parasites autour. Ok. We just leave it here. Maybe there's a hidden switch. Putain, ça fait chier. Ok. À partir de là, il a commencé à avoir un petit peu plus de communication intrafamiliale au sujet de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sa mère disait toujours « nous ne savions pas ». Nous ne savions pas. Pas oublier qu'il n'y avait pas les mêmes moyens de communication. Michael avait du mal à croire ça. Il disait que c'était pas possible, qu'ils auraient dû savoir, qu'ils auraient dû comprendre, que voilà. Son père n'en a jamais vraiment parlé. Son père était plus orienté à ce moment-là sur la politique qu'il y avait et qui était la nouvelle amitié franco-allemande, les développements. Voilà, ils étaient plus rendus dans le futur, le présent, mais faisaient fi plutôt du passé. Son père était affilié au parti, le parti catholique conservateur démocrate. CDU, right? Christian more, Christian. Catholic and Ouais. Protestant as Ok, well. it's, le parti démocrate conservateur chrétien. Ok. Et c'est une des raisons pour lesquelles Michael, lui, il a choisi d'aller vers les démocrates socialistes, ok, par opposition à son père. Il y avait donc le leader des social-démocrates qui s'appelait Schumacher et qui qualifiait les soviétiques de fascistes de couleur rouge, donc les fascistes rouges, et mettait en parallèle en fait les nazis
et les soviétiques qui finalement agissaient, avaient des points communs dans la façon d'agir avec les populations. Alors, une des raisons pour lesquelles il a choisi les social-démocrates, c'est parce qu'ils étaient contre le fonctionnement du Parlement qui avait en soi, en 1933, aidé à la montée d'Hitler au gouvernement. Finalement, on pouvait passer outre certains votes et outre le Parlement et la validation du Parlement pour donner autorité à quelqu'un, au Führer, le leader. Führer, ça ne veut pas dire autre chose que leader, guide, finalement. Il faut savoir ça. Ok. So step by step, I woke up like my other general in the generations, more or less, and the first political action was two things. First, a demonstration between Kehl and Strasbourg on the bridge, the Europe Bridge, Europabrücke. Under the leadership of Daniel Cohn-Bendit and French revolutions or whatever, we were here. I was 17, and the next French sentence after André Troiscassette was "Les frontières à s'en fout." On s'en fout des frontières. This is still in this sound in my ear, and okay, it was a small demonstration, but in the press it was, and we were stopped at the post there in the bridge here. The frontier is there, the German side, the French side, and on every side there was a checkpoint. Yeah? And we went from Germany side, and the French went from the other sides, and we meet together in the middle, and then we go back to the German side, and always shouting, Les frontières, on s'en fout. On s'en fout. I didn't know exactly what it is, but it. And I knew we were, let's say, pissed off of the bloody frontier. For what? Europeans. And my father was member of the gendarmerie, don't forget. And then, and he was still working, he was young, he was younger than me, than I am now. And then we came to the checkpoint, and I was leaded into the office, and Arrêté? not directly, but I hadn't my identity card, and I showed my identity card. First of all, the gendarmerist took the in German Fahndungsbuch. It was like a dictionary, but a little bit bigger, and the names of it were was there. And I said, okay, page 533 down on the left side. You looked, it wasn't. And then another came and said, oh, this is the son of Felix. Felix is the prenom of my father. And then I could go. Mm-hmm. And the other political activity was in Offenburg against the, in German, Notstandsgesetzgebung. What a word.
Yeah, uh, I leave it to you. laws about emergency situation. The laws about emergency situation. Yeah, Okay. so law and so on and so on. That's the first time I learned to handle with a megaphone. Première utilisation du mégaphone. So this was the atmosphere, and we were continuing asking, and we were continuing to be against our parents. And I was at this time a little bit smaller than I am now. I found in a store in our house the rest of uniform parts of my father. So in this time we put on the jeans was jeans. Today it's normal, but at this time it was Basically, an act of rebellion. yeah. Nietenhosen in German. Yeah, it was for the bad ones, right? Yeah. Ah. And so we put on old military clothes and things like Che Guevara and so. And I went through the streets. My father was no. Yeah, One question, did you have long hair? of course. Je lui ai demandé s'il avait des cheveux longs. Yeah. Parce qu'à l'époque, il mettait le jean qui était en fait... il faut savoir que dans ces années-là, le jean, c'était pas perçu comme un vêtement comme aujourd'hui. C'était presque un acte de rébellion de porter un jean. C'était pas chic du tout. Et en plus, il avait retrouvé une partie de l'uniforme de son père dans les archives de la maison, et il portait la veste de son père militaire avec des badges, machin, et puis avec un petit foulard rouge en l'honneur de Che Guevara, toute cette époque-là, avec le jean, et en plus il avait les cheveux longs. Donc vous imaginez. Et son père était, lui, toujours officier dans la gendarmerie à la frontière. Donc il était vraiment contre la génération, et c'était le sentiment qui prévalait dans la jeunesse à ce moment-là. C'était vraiment une rébellion contre ce qui s'était passé, et surtout contre la génération de leurs propres parents, voilà, qui avaient été acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que je raconte le premier événement? Alors le premier événement, c'était à Kiel, près de Strasbourg. C'était le pont de l'Europe. Et à 17 ans, Michael, il a fait une manifestation qui était notamment dont le leader était Daniel Cohn-Bendit. Alors vous avez peut-être entendu parler de son nom parce que c'était un des leaders de mai 68 en France. Il a la double nationalité franco-allemande. Et Michael a donc, en dehors du 1, 2, 3, 4, 5 qu'il avait appris à l'école maternelle, eh bien il a appris une deuxième phrase en français à ce moment-là, et c'était « on s'en fout des frontières ». Les frontières, on s'en fout. Parce qu'à ce moment-là, comme il y avait un mouvement très pacifiste dans l'Europe de l'Ouest, il y avait aussi un mouvement très européen. Il fallait faire fi finalement des frontières, des nationalités, et être unis dans la paix. Et c'est ce qui motivait les jeunes à cette époque-là. Et donc, il se rappelle qu'il y avait la rencontre au milieu de ce pont, qu'il y avait un checkpoint français d'un côté, allemand de l'autre, et que finalement, les manifestants se sont rencontrés au milieu du pont, et puis sont repartis vers l'Allemagne, où il s'est un petit peu fait alpaguer, parce qu'il n'avait pas sa pièce d'identité. Et puis, quand on lui a demandé son nom, puis il a dit, dans les registres en fait, de la ville, il a dit, je suis là à tel endroit. Et en fait, il y a un officier qui est arrivé qui a dit, non, mais t'inquiète, on sait qui c'est le fils de Félix. Pour rappel, son père était à la frontière, en exercice. Donc, c'était pas très très bien vu. Et c'est là où il marquait vraiment sa confrontation et sa défiance vis-à-vis de la génération de ses parents. Et donc, un deuxième événement politique, puisque ça l'a politisé, eh bien c'était à Offenbourg, où il a utilisé un mégaphone pour la première fois pour crier son avis. Et c'était donc à ce moment-là, on parle de la plupart des gens qui connaissaient, donc ses amis, c'était la confrontation dans les familles. On interrogeait un peu plus les familles, mais finalement ils n'avaient pas forcément toujours les réponses qu'ils voulaient.
Et c'est donc à ce moment-là qu'il a retrouvé une partie de l'uniforme de son père dans le grenier et puis qu'il l'associe avec un jean et qu'il portait les cheveux longs. Voilà. Et à ce moment-là, il avait à peu près 17-18 ans. Do you want to make a break and have a drink or something? Something glass of Oh, water? that's a good idea. Yeah. Ok, on fait une petite pause, Forget to drink boire something. quelque chose peut-être. Donne-moi le micro, je vais essayer. Je pense que je vais peut-être brancher les deux sur le mien. Je vais essayer. On va. What do you want, coffee? La deuxième partie, Michael va nous expliquer sa décision de devenir un professeur et notamment un professeur d'histoire. C'est pas par hasard. Yeah, but that decision is not wasn't so clear, and it's very complicated. Let's begin. I was in the college, and I changed some because of I wasn't always a very good student, and studying history in school, oh, I hate it. Our teachers were talking about Antike, Middle Ages, and if they came far to history, maybe they came till the French Revolution. Nothing about, or a little bit about the First World War, but nothing about the Second World War. Even though we have books and we could read, but they teach us in the age of my parents, so this they didn't want to talk about this time. Okay, so I hate history, and we all say, it's so boring. They talked about the time before French Revolution, absolutism, and so on and so on. Yeah, but not the values of the French Revolution. So what they are needed, the separation of power and democracy and so on. Nothing. So I had to change again the school, and I had to quit the school without final exam. And like the proverb, if your girl will get a baby and you don't know what to do, go to army or to navy and the state will pay for you. First I decided to join the army, the Air Force, because I had a new responsibility. I became father. So I came into the new German army. Everybody of my friends said, how can you know military, blah, 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 and so on and so on. And I had a bad conscience, of course. And during the army, Air Force, it's the difference between army and Air Force, I was more trained about the history after the First World War and about the so-called Western system. So completely different of the thinking of Reichswehr or Hitler's army or Imperial Army, German Imperial Army. Completely different. And I was in the Air Force for 10 years, and during this time I decided to get my Abitur in German, faire le bac, en français, je sais pas, in the evening, and I did. And I was and technical trained, so communication techniques and so on and so on, and say
My chefs asked me, what would you do after military service? And I said, I want to study Germanistic and history. Are you crazy? I said, history. You can earn money. If you become a teacher, it's bullshit. I said, no, I want to know now, finally, it was the main reason, how was the reason for that catastrophe in the middle of the 20th century, going out from Germany. Okay, so I did. And during the whole study of history, I was searching for acceptable reasons. I didn't found. But I found out that every kind of society can be led in a situation like this. There are some ingredients how to become such a situation. I translate. And then we can go. Donc quand il était au collège, quand il y avait des cours d'histoire, on parlait du Moyen-Âge, de l'Antiquité, et éventuellement on allait jusqu'à la Révolution française, mais sans parler des valeurs de la Révolution française. Et jamais on parlait finalement de la Seconde Guerre mondiale, qui était quand même pas si loin que ça. Il n'a pas été l'élève modèle, donc il a quitté l'école sans son diplôme. Et comme il est devenu papa, assez jeune, il a fait un choix qui était un peu contre ses propres convictions et les convictions de ses amis. Il s'est enrôlé dans l'armée, mais dans l'Air Force, donc l'aviation. Ce qui était effectivement un peu en contradiction avec ses valeurs de les frontières, on s'en fout, pas de guerre, la paix, compagnie. Bon, mais il fallait quand même s'occuper d'un enfant, donc des responsabilités, donc il y faisait face. Mais au travers de l'aviation et de l'armée dans laquelle il est resté pendant une dizaine d'années, il a notamment passé son examen, l'équivalent du bac en Allemagne, et on appelle ça l'Abitur. Il a aussi acquis des compétences, il était technicien en communication. Et quand on lui a demandé ce qu'il allait faire après, il a dit qu'il voulait devenir professeur de langue allemande, notamment sur l'origine de la langue, et d'histoire. Et sincèrement, les gens, quand ils réagissaient pas forcément très bien à ça, ils disaient « mais pourquoi professeur d'histoire ?» Comme il l'a dit, bullshit, ça sert à rien, quoi. Mais lui, sa motivation, c'était de chercher à comprendre quelles avaient été les raisons qui avaient mené à la catastrophe de la Shoah en Allemagne. Voilà. Lui, il voulait comprendre. Donc il a étudié l'histoire et il a fait la recherche d'excuses valables pour que ça arrive. Il n'en a pas trouvé. Mais il s'est rendu compte que finalement tout type de société cultivée, éduquée, en littérature, en sciences, en art, finalement peut avoir cette dérive. Et on en est là. Yeah. And since then I know thinking like a Nazi or fascism or whatever you will name it is not because you are German or French or Russian or what. They are the circumstances. Yeah. I thought about 3 reasons maybe. Sehnsucht, nostalgie. Un certain attrait pour... oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant. L'ancienne époque, c'était forcément mieux.
On a souvent des gens qui pensent comme ça. The good old times. The good old times, voilà. When we were a great empire. Voilà, la nostalgie de l'ancien empire allemand, avec toute la valeur qu'il avait et l'influence qu'il avait dans l'Europe. C'était mieux avant. Donc cette nostalgie, c'était éventuellement une des circonstances. That is why fascism is called fascism, because the Italians were the first with these attitudes. The Roman Empire and its past, and we want to have back, and so on and so on. This is one part. And Germany as well. Germany, no, it's the Holy Roman Empire of German nation. A title that's confused, and all during through the Middle Ages, all the emperor, the king of France and the king of England and whatever king, the German king, there existed, they want to become Roman Empire. Yeah? But okay, so the Middle Ages, yeah, the Roman Empire. By the way, the word romantic has the same source. No? Thinking in the Roman area, romantic, nothing to do with that, with Germany, actually. So this, this Sehnsucht. I don't know a better word. Sehnsucht, the dream, the dream. The other is economic catastrophe, especially for the little people. We call it in German Spießbürger or Kleinbürger. I checked in French, Philistin ou petit bourgeois. The petit bourgeois. I didn't know that this word exists. Kleinbürger in German. Bürger, bourgeois. It's a mixed German word, by the way. Yeah? Bourgeois. Like, was ist das? Because they are the first, they have the fear about losing their small property. Because of the economy. And in Germany we have had this situation after the World War I. And that comes to the third reason, the humility. First, we were so great, the great German empire. By the way, German nationality is a very young nationality if you compare with the French. French nationality, or the nation, or nationalism is invented by France. It's a result of the French Revolution. And the nationalists of the French Revolution were the left part of the policy in that time. The jeans, not the jeans, the jeans, the French Revolution were the sans-culottes, the long trousers, not culottes. If you want to translate culottes in German, you would say Arschbedecker. Cover the ass. So it changed from left to right, the nationalism, by the way. These, together with the lost war, and to
become the alone guilty for the First World War. This increased the humility, because it's not true, and so on and so on. And the historian, they now know it was another sensibility and another situation, and a war was at this time, before the World War, a normal kind of policy. Yeah? And the targets of war was okay, to increase the population, to increase the land mass, and so on. And after the First World War, with all these techniques, mass destroying and so on, has just a new side of war. It's not anymore. It's not anymore a war, a noble fighting. It's dirty. And all the Germans were guilty. The actual guilty didn't exist anymore. Austria. It was away. And these three ingredients, dream of the past, what is this? Größe. Nostalgie. Yeah, the nostalgia and the economic problems, and after all, the humility. Yeah. Alors, les trois And we have, by the way, the same in our now in the present time. You can look at Mr. Trump. America first. America great again. Great again, yeah, great again. Huh? Make America great again. You can, you have economic difficulties. Yeah, we are no more the best in the world. Nationalism. The ugly part of nationalism is the believing we are not a nation for the identity, so we are the best nation. That's the point. Yeah? And if you think you are the best, the consequence is the others are nothing. They're worse. So, and we have the same ingredients in Russia. Yeah, thinking of it, the old times of Peter the Great. If Peter the Great, or even Napoleon, would live in our times, they would be criminals. Kriegsverbrecher, war criminals. Yeah. But time has changed. We have another point of view of what belongs to war. Une petite traduction s'impose. Yeah, I need to Parce translate. qu'il y a plein de choses très intéressantes. Mais Alors, 2 points de définition. Le nationalisme, à la base, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes, parce qu'il faut comprendre. Le nationalisme, à la base, quand on parle, en fait, c'est ce qui expliquait le nationalisme, la bonne partie du nationalisme, c'est-à-dire d'existence en tant que nation. Finalement, c'est un héritage de la Révolution française. C'est pas quelque chose qui est... voilà, ça a été promulgué, on va dire, enfin pas promulgué, mais ça a été diffusé au niveau de l'Europe grâce à la Révolution française. Ça, c'est la bonne partie du nationalisme. La mauvaise partie du nationalisme, et on va dire la dérive, c'est quand on pense que notre nation est meilleure que les autres et que les autres ne sont rien. Ça, c'est la mauvaise partie. Il faut bien identifier ces deux choses-là. Une autre chose qu'il faut identifier, c'est que dans les anciens temps,
de faire la guerre à un pays, c'était pour accroître les territoires, c'était pour accroître la population, c'était avoir du pouvoir, mais pas forcément une domination mondiale. C'était un processus assez normal, si on remonte très très loin. Finalement, les pays se sont toujours fait la guerre, juste pour un petit morceau de terre. Hein. Voilà, pas plus que ça. Maintenant, on a une autre vision de la guerre. On n'est plus dans la même logique. Donc, quand il a fait ses recherches en histoire sur ce qui avait pu mener aux événements de la Seconde Guerre mondiale, il a identifié 3 ingrédients. 3 ingrédients qu'on va retrouver aujourd'hui. Notamment une espèce de nostalgie sur ce qu'elle était l'Allemagne avant, le grand empire allemand qui rayonnait sur l'Europe d'un point de vue économique, mais politique aussi. Donc il y a cette espèce de nostalgie, c'était mieux avant. Deuxième ingrédient super important, on va dire un terrain économique fragile, tendu, comme on peut avoir maintenant. Notamment qui affecte, on va dire, les couches moyennes de la société, les petits bourgeois, comme on dit. C'est pas ceux qui ont plus d'argent qui vont souffrir de la crise économique, c'est ceux qui en ont moins ou ceux qui en ont pas beaucoup et qui ont une petite propriété, une petite possession et qui aimeraient bien la garder. Ces gens-là vont pas aimer perdre, ce qui est en soi normal. Mais ça, c'est le deuxième ingrédient. Et le troisième ingrédient, eh bien, c'est en fait aussi ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. C'est qu'aux yeux du monde, on a rendu l'Allemagne, alors d'un point de vue historique, c'est faux. C'était plutôt l'Autriche qui était coupable. Mais on a rendu l'Allemagne coupable aux yeux du monde de toutes les conséquences de la Première Guerre mondiale. Elle a été abominable, cette Première Guerre, on le sait. Elle a été très difficile. Et on a rendu l'Allemagne coupable de ça. On a eu ce qu'on appelle en français le traité de Versailles. Et en allemand, on dit le Diktat de Versailles. Diktat de Versailles. Et on a mis plein de conséquences sur le pays économique. On leur a empêché, et une chose très importante, on a interdit à l'Allemagne d'avoir une armée. On l'a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dimanche, dans la visite de l'usine Schindler, on a parlé du fait que la Pologne, à un moment, n'avait plus d'armée. Et la guide a bien précisé que lorsqu'un pays, une nation n'avait plus d'armée, finalement, elle avait du mal à exister. Parce qu'elle ne pouvait pas se défendre. Donc finalement, on a affaibli l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. On leur a imposé des sanctions économiques qui étaient très 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 lourdes. Là-dessus, il y a eu 1929, la crise économique mondiale. Et finalement, le terrain économique en Allemagne, il était très très tendu. Les gens ont vraiment souffert de la pauvreté. Vous avez peut-être vu dans des livres d'histoire où on voyait des gens se balader avec une brouette avec des tonnes de billets. Parce que l'inflation était telle en Allemagne que le Deutschmark ne valait plus rien, qu'il fallait des millions pour acheter un morceau de pain. La monnaie ne valait plus rien. Donc ça, c'est le troisième ingrédient. C'est le deuxième ingrédient, l'économie. Et la troisième, c'est qu'on a rendu l'Allemagne vraiment coupable aux yeux de tout le monde. On l'a blâmée de tout ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale. Et ces 3 ingrédients, finalement, et c'est là où le parallèle est fait par Michael par rapport à la situation actuelle, finalement on les retrouve dans d'autres pays. Monsieur Trump avec son slogan et qui dit « America Great Again », donc la grandeur de l'Amérique encore à nouveau. Donc finalement on est encore sur une forme de nostalgie. Là aussi, en Russie, on a changé des livres d'histoire. On parle de l'Empire russe sous Pierre le Grand. Enfin bon, c'était il y a un petit moment quand même. Mais bon, voilà. On a aussi changé les livres d'histoire. Parce que maintenant, on qualifie Staline quand même, qui a été, on ne peut pas dire le plus tendre, de héros national. Voilà, oui. Dans les livres d'histoire en Russie, c'est ça maintenant. Il faut remettre en parallèle en disant que Napoléon, qui a quand même... il a quand même combattu pas mal de monde dans toute l'Europe et dans tout le monde. Si on le mettait aujourd'hui dans la situation actuelle, il serait considéré comme un criminel de guerre. Et c'est Napoléon. La Roche-sur-Yon, vous connaissez? Ouais, une ville créée par Napoléon. Mais si on le remettait dans le contexte actuel, il serait qualifié de criminel de guerre. Maintenant, c'était une autre époque. On faisait la guerre d'une autre façon.
So this is a part of what we call fascism, but the German version of fascism is unique. It's fascism plus let's say special horrible version of anti-Semitism. Anti-Semitism is not a German invention. Anti-Semitism is a European invention, if you would call them like this. Even the imagination of human racism, there are different human races. It's a European imagination. The sources are not only in the colonialism. It's another thing. The sources, especially for the anti-Semitism, is in the Middle Ages, and everywhere in the so-called Christian regions. European, by the way, is called Abendland in German. So what is evening country, the western part of Europe. Why do we call it Abend? Abendland because in the evening the sun is going down. Ah, And Morgenland, this is the east, Middle East and okay. the west. And the origins of this situation, in my opinion, in my view of a historian, they are based on the dividing of the Roman Empire. They are based on the policy of Titus against the Jewish, all over the world, and in the whole Western Christian Europe, so what we call in German Abendland, our Europe, the Jewish, they were responsible for all the things we couldn't explain. For example, pestilence. For example, economic problems, and so on and so on. And the reason for that, Jewish were never were accepted as a normal member of the society because they murdered Jesus. They forgot that even Jesus was a Jewish, but it wasn't interesting for them. No? And even the organization of cities are based off a special kind of anti-Semitism. Why do you call quartier in connection with the city? Quartier Latin, quartier, whatever. Because all the Middle Ages, the cities, or city, you can say city, town, were divided in 4 parts, in 4 quarters, or quartier. One for the merchants, one for the hands, what is Handwerker Les travailleurs manuels. Travailleur, so easy. Yeah, no? Travailleur manuel. So butcher, boulanger, and so on and so on. One for the priest, the clergyman, and the 4th part for Jewish. In German, Judenviertel. Judenviertel. Yeah. Or then another word from the eastern part, ghetto. Yeah. And especially in the evening, all the doors were closed to all these quartiers, quarters,
Viertel. Yeah, the longest time was to close the Jewish quarter. Faudrait explain that. Yeah. C'est important parce que ça explique. Alors, il explique bien que le fascisme en Allemagne, au moment de la Seconde Guerre mondiale, il a pris une autre connotation que la simple définition du fascisme, parce qu'il a été, on va dire, additionné, oui, on y a additionné un antisémitisme violent. L'antisémitisme, c'est pas l'apanage, enfin, ça appartient pas aux Allemands du tout. C'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps. Et c'est très lié à la religion. Et on sait bien que dans les pays de l'Ouest européen, la religion, notamment chrétienne, donc les protestants, les catholiques, était extrêmement présente et conditionnait finalement la vie des gens. Alors plus maintenant, on est bien d'accord, mais même si vous remontez dans les années 50, en France, demandez à vos arrières et grands-parents, je peux vous assurer que dans les milieux ruraux, la religion était extrêmement présente dans les familles. Elle conditionnait les... On n'envisageait même pas de se marier hors de l'église. Ce n'était pas possible. C'était pas il y a si longtemps que ça. Okay. Donc imaginez au Moyen-Âge et imaginez avant comment cela conditionnait. Et donc une des raisons pour lesquelles l'antisémitisme existe depuis tout temps, c'est que les Juifs, ils ont tué Jésus, qui était juif lui aussi. Mais, de par la traduction de la religion qui en a été faite, finalement, les Juifs, c'est les coupables. Et donc, dans la tradition, je dirais, historique européenne et des différentes nations, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas et qu'on ne parvenait pas à expliquer, comme la peste, différents événements qui ont pu apparaître, notamment au Moyen-Âge et compagnie, on a toujours blâmé les Juifs. Ils étaient toujours responsables de ça. Et parce que c'est eux qui avaient tué Jésus, donc finalement ils étaient coupables de tout. Ok. Une des choses, l'organisation. Pourquoi on dit que il nous a expliqué un mot, le mot quartier qu'on utilise en français. Hein, tiens, c'est dans tel quartier, le quartier latin à Paris. Enfin voilà. Pourquoi il y a le mot quartier? Et en fait, ça vient de l'organisation qu'il y avait dans les villes, notamment au Moyen-Âge et avant aussi. C'est qu'il y avait une partie pour les marchands, une partie pour l'église, une partie pour les travailleurs manuels, et la quatrième partie, parce que 4, c'est un quart, c'est le quart, effectivement, c'est la quatrième partie, était réservée aux Juifs. Ils étaient déjà mis à part. Et les portes étaient fermées entre les différentes parties de la ville. Voilà. Donc finalement, ça ne vient pas d'hier, ça ne vient pas des années 20, ni du début du XXe siècle, l'antisémitisme. C'est quelque chose qui a toujours existé et je pense que c'est effectivement, et Michael le dit très bien, motivé finalement par la religion. Et plus la religion a été présente, plus elle a motivé ça finalement. C'est marrant parce que, enfin marrant non, ce qui est un petit peu cynique quand même, c'est que la religion n'a pas arrêté de nous dire qu'il fallait traiter tout le monde comme nos égaux, être gentil avec tout le monde, ne tuer personne. Mais finalement, ils sont peut-être à l'origine du fascisme finalement. La question, moi, on peut se la poser. So you know pourquoi quartier latin est quartier latin? For the clergymen, for the priest. Donc le quartier latin, they c'était... spoke Latin. Ah. Because Latin was till the 19th century the European language. And everyone spoke Latin. And after that, during the absolutism, it was fine to speak French. The nobility in that region, we called later on Germany, they spoke French. Speaking German was Landworkers. Landworker, yeah. In Germany we have the expression Bauernsprache. Power. Farmers. Yeah, under farmers. Yeah, must differ. Farmer is not so pejorative in English or in French.
like in German, it was Mauer. It was nothing, because of the society, the nobility and clerical and the rest, the tiers état in French. Parallel to this hate, because Jewish were responsible for everything what's happened, was the protection of the Jewish by the kings, French kings, German, because a Christian was not allowed to give out money against what is it, Zins? The bankers. If you want to have a credit, you must pay Interest. the money back, and you must pay Zins in German. Interest. Interest. Yeah. So Zins is a Latin word from census. So, Loan. It's when you make a credit. loan. Credit is it's the Latin word for he believes. Really? Ah, yeah. Yeah. Credit. croire. Credo in unum Deo. I believe in the only God. And credit, he believes that a partner can give the money back. Debit, he must Devoir. devoir. Oui. Yes. So, step by step, some Jewish, not all, became specialists in money business. Parallel to the Italy development, you know the special expressions, banco, is actually a normal bank where you put it on the, and in English you have still the word bank for that, and not bench for where you're sitting on. And that, by the way, is for me interesting as a linguist. And for that reason, so Jewish became more the you have the image. They are rich. They are sitting on the money, and if they are sitting on the money, they can rule and steer all the developments. They are behind every government, so it's like in Latin it's conjuratio. Maybe it's a conjuration. Conjuration. Sorry, it's French. Conjuration in the world. The world. So it's secrets, and So I'm gonna translate. yeah. Alors, on peut remonter donc à la Révolution française, où le français est devenu, avant on parlait latin, il est vrai. Dans le clergé, tout ça parlait plutôt latin. À partir de la Révolution française, c'est plutôt le français qui a dominé, et notamment aussi dans la noblesse allemande, il faut le savoir. C'est resté pendant longtemps la langue de la diplomatie, le français. Ça ne l'est plus, mais bon, ok. Si on remonte à ce temps-là, la haine du juif, elle a toujours été là. Et pourquoi ? Parce que finalement, les juifs étaient protégés par les différents rois, des rois allemands, des rois français et d'autres, parce qu'ils s'étaient peu à peu, on va dire, au fil des générations, spécialisés dans le business de l'argent, finalement. Et avec le système du crédit, du remboursement, des intérêts et compagnie. À partir du moment, dans l'imaginaire, on va dire, populaire, européen, l'image du juif, il est assis sur une montagne d'or, il est assis sur l'argent, et il peut donc quelque part influencer les gouvernements,
les partis et compagnie avec son argent, avec notre argent. Voilà. Donc, finalement, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Et c'est ce qui a mené à cette image péjorative dans l'imaginaire, on va dire, populaire. And actually, after the French Revolution, it isn't a problem, shouldn't be a problem for a society who's declared. Do you know the word éclairé? We have to change the phone. Oui, c'est bon, on peut continuer. Aufgeklärte Gesellschaft. Éclairé. Société J'ai éclairée. mis en oui. mode La société éclairée, Oui. c'était après la première, après la Révolution. Oui.